Dans la nuit du 19 octobre 2025, les drones à longue portée de Kiev ont pénétré profondément au cœur du complexe industriel russe, à des centaines de kilomètres au-delà de la frontière. Comme l'a confirmé l'état-major ukrainien, les cibles étaient la raffinerie de pétrole de Novakuichevsk et, bien plus critique, le gigantesque complexe d'Orenberg, la plus grande usine de traitement du gaz au monde appartenant à la Russie. Les explosions n'ont pas seulement détruit une installation, mais une idée, l'illusion russe d'une région intérieure sécurisée. Cependant, le véritable génie de cette opération ne réside pas dans les dépôts en flammes, mais dans les rapports d'urgence paniqués qui ont afflué depuis Moscou et Astana le lendemain matin. Comme l'a confirmé Reuters, immédiatement après l'attaque, la Russie a été contrainte de suspendre indéfiniment tous ses achats de gaz auprès de son allié, le Kazakhstan. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas seulement un chaos industriel ou un incendie. Il s'agissait d'une rupture géopolitique soigneusement planifiée, brisant le pont énergétique de Poutine avec l'Asie centrale. Quelques heures après l'attaque, le ministère de l'énergie du Kazakhstan a annoncé qu'il avait placé la production pétrolière et gazière du pays sous une surveillance urgente et qualifié la situation d'urgence. L'état-major ukrainien a également confirmé une information cruciale. Dans la nuit du 19 octobre, les forces d'opération spéciales ukrainiennes, en coordination avec le groupe de résistance russe Black Spark, ont frappé l'usine de traitement du gaz d'Orenberg, située à 1500 km de l'Ukraine. Ce fut une humiliation majeure pour le régime de Poutine. Pour comprendre pleinement comment cette opération a conduit à un résultat aussi dévastateur, nous devons examiner la cible elle-même, l'usine de traitement du gaz d'Orenberg, couche par couche. Tout d'abord, analysons la dimension géoéconomique, car le véritable génie de cette opération ne réside pas dans la technologie utilisée, mais dans l'importance géoéconomique de la cible choisie. L'usine d'Orenberg que vous voyez à l'écran n'est pas une simple raffinerie ou un dépôt de gaz. C'est l'un des principaux interrupteurs du réseau énergétique russe, littéralement un centre énergétique eurasiatique. Cette usine, exploitée par Gazprom Pereyraka, une filiale de Gazprom, n'est pas seulement un lieu de stockage de gaz, mais le plus grand complexe chimique gazier au monde. En d'autres termes, c'est une merveille d'ingénierie complexe, irremplaçable, valant des milliards de dollars, qui traite, sépare et convertit le gaz en produits chimiques. Dans une déclaration calme après l'attaque, l'état-major ukrainien a spécifiquement indiqué que la cible était l'une des unités de purification du gaz. Cela prouve que la cible n'a pas été choisie au hasard. Cette unité est le cerveau de l'ensemble de l'installation. Sans elle, le gaz brut provenant des pipelines n'est rien d'autre qu'une pollution inutile. Frapper cette unité, c'est comme frapper le cerveau. Le reste de l'installation devient instantanément un tas de métal inutile. Cette usine jouait deux rôles vitaux et interdépendants. Premièrement, elle était essentielle pour le marché intérieur russe, traitant la production nationale dans la vaste région de l'Oural. Orenberg était l'une des principales installations alimentant la partie européenne densément peuplée de la Russie, principalement Moscou. Un coup porté à cette usine était un coup direct au front intérieur russe, coupant l'artère qui chauffe les foyers russes et alimente les usines à l'approche de l'hiver. Cela seul aurait constitué un succès stratégique. Mais ce n'était pas la cible de Kiev. La véritable cible était le second rôle, bien plus critique, de l'usine, le pont géoéconomique. L'usine d'Orenberg était le seul centre de traitement de tout le gaz naturel provenant du gigantesque champ de Karachaganak au Kazakhstan, l'allié le plus important de la Russie en Asie centrale. Ce n'était pas un choix, mais une nécessité infrastructurelle immuable datant de l'ère soviétique. L'équation, en place depuis des années et liant économiquement les deux pays, était simple. Le Kazakhstan pompait le gaz brut extrait de ses champs à travers la frontière via des pipelines jusqu'à Orenberg. Cette usine géante, exploitée par le géant énergétique russe Gazprom, traitait, purifiait et séparait le gaz. Ce gaz traité était ensuite vendu au réseau russe et une partie était exportée dans le monde via la Russie. C'était un cordon ombilical économique reliant les deux pays, valant des milliards de dollars annuellement. Dans la nuit du 19 octobre, l'Ukraine a sectionné cette ligne vitale. Lorsque l'usine a été touchée, engloutie par les flammes, et que ses unités de traitement critiques ont été désactivées, la capacité de traiter le gaz brut du Kazakhstan a disparu instantanément. Cela a déclenché une réaction en chaîne. La Russie n'avait plus le choix. Elle a dû couper cette ligne vitale de son allié de ses propres mains, stoppant complètement l'approvisionnement en gaz du Kazakhstan. C'est une autostrangulation déclenchée par une attaque ennemie.
La Russie a été forcée de fermer elle-même le robinet de son allié. C'est un exemple parfait de la manière dont une attaque militaire peut se transformer en une strangulation logistique sans faille. Examinons maintenant la dimension tactique. Selon des sources ukrainiennes, l'opération a été menée par des drones à longue portée, probablement équipés de systèmes de navigation autonomes assistés par l'intelligence artificielle. Cela démontre une fois de plus que les systèmes de guerre électronique russes et le réseau de défense aérienne multicouche ont été percés. La réalité la plus choquante ici est la distance. Les sources ukrainiennes ont confirmé que l'attaque a été menée à une distance de 1250 à 1500 km de la ligne de front. Il faut bien comprendre cette distance, c'est bien au-delà de Moscou, dans le cœur industriel au pied des monts Ural, une région que la Russie considère comme sûre. Cela prouve que le réseau de défense aérienne tant vanté de la Russie, composé des systèmes S-400, S-300 et Pantsir, est totalement aveugle, sourd et dysfonctionnel, non seulement sur le front, mais même dans les points stratégiques les plus profonds du pays. Ces drones, probablement équipés de systèmes de navigation autonomes alimentés par l'IA, ont réussi à s'infiltrer à basse altitude en exploitant les angles morts de la couverture radar russe ou en suivant les lits des rivières. C'est une déclaration de la paralysie totale de la défense aérienne russe. Comme l'a confirmé l'état-major ukrainien, les forces d'opération spéciales ukrainiennes, en coordination avec le groupe de résistance russe Black Spark, ont mené une opération contre l'usine de traitement du gaz d'Orenberg, à 1500 km de l'Ukraine, documentant l'effondrement interne du régime de Poutine. Ce ne sont plus des actions isolées de groupes partisans locaux comme Black Spark. C'est une campagne de destruction systématique soutenue par l'État. Dans la même vague d'attaques, la raffinerie de pétrole de Novakuichevsk a également été touchée, et cette attaque a été revendiquée par le 14e régiment séparé de drones, une unité officielle des forces armées ukrainiennes. Cela signifie que les forces de drones nouvellement formées par l'Ukraine mènent une opération coordonnée, à longue portée et chirurgicalement précise pour arrêter le moteur économique de la Russie. L'effet domino déclenché par les explosions à Orenberg et les incendies à la raffinerie de Novakuichevsk a commencé immédiatement et a allumé une crise multidimensionnelle. Les conséquences immédiates de cette attaque sont catastrophiques pour le front intérieur russe et pour son allié, le Kazakhstan. Examinons d'abord les conséquences pour la Russie. L'effondrement du front intérieur. Comme mentionné précédemment, l'usine d'Orenberg traitait non seulement le gaz importé, mais aussi la production nationale de la vaste région de l'Oural. Cette production était l'une des principales artères alimentant la partie européenne densément peuplée de la Russie, y compris Moscou. Maintenant, cette artère a été coupée. L'arrêt de l'usine est survenu à un moment terrible pour la Russie, déjà écrasée par les sanctions et luttant pour survivre avec une économie de guerre. À l'approche de l'hiver, cette attaque est une catastrophe domestique qui déclenchera une crise énergétique régionale, un ralentissement de la production industrielle, des pénuries de carburant et une spirale inflationniste. Cela signifie moins de carburant, des lignes de production à l'arrêt et des foyers qui ne peuvent pas être chauffés. Cette attaque équivaut à enfoncer un poignard dans une plaie déjà saignante. Selon un rapport publié par RBC Ukraine le 12 octobre, juste une semaine avant cette attaque, plus de la moitié de la Fédération de Russie, soit au moins 57 régions, était déjà aux prises avec une grave crise de carburant. Selon des analyses vérifiées par BBC Verify, depuis janvier 2025, 21 des 38 grandes raffineries russes, soit plus de la moitié, avaient été touchées et endommagées par des drones ukrainiens. Le pays manquait littéralement de carburant pour alimenter sa machine de guerre et nourrir sa population civile. Et maintenant, non seulement les raffineries, mais aussi le plus grand complexe chimique gazier au monde, le cœur du système, a été mis hors service. Cela a transformé la pénurie existante en une paralysie totale. Selon un rapport publié par le Moscow Times juste 4 jours avant l'attaque, le 15 octobre 2025, et basé sur les classements de Forbes Russie, Gazprom était l'entreprise la plus endettée de Russie avec une dette nette de 6 trillions de roubles, soit environ 60 milliards de dollars. L'entreprise était déjà embourbée dans les dettes après avoir perdu le marché européen. À cela s'ajoute maintenant le coût de la reconstruction de la plus grande usine au monde. Ce n'est pas un dommage qui peut être réparé, c'est la signature de l'acte de décès d'un géant en faillite. Gazprom n'a ni le capital ni le temps pour réparer cette installation. Nous nous souvenons des énormes files d'attente aux stations-service créées par les attaques contre les raffineries qui ont commencé au printemps 2024 et atteint leur apogée à l'automne 2025, rappelant l'effondrement soviétique du début des années 1990.
À l'époque, la Russie avait tenté de contrôler temporairement la situation en interdisant les exportations et en mendiant de l'essence auprès du Kazakhstan. Mais maintenant, les raffineries de Novakouychevsk et le géant du traitement du gaz d'Orenberg sont touchés simultanément et de manière coordonnée. Ce n'est pas un trou que le Kremlin peut combler. C'est la coupure d'une des principales artères du système. Ce n'est pas seulement une crise de carburant, mais aussi une crise de gouvernance. La narrative propagandiste de Poutine, qui affirmait depuis des années que la guerre se déroulait uniquement sur le territoire ukrainien et que Moscou et Saint-Pétersbourg étaient en sécurité, a été réduite en cendres, même dans les régions industrielles les plus profondes de la Russie. Cependant, les effets immédiats de cette attaque ont été une source d'embarras encore plus grande pour Poutine, car il a été humilié devant son allié, le Kazakhstan. Quelques heures après l'attaque, des agences financières internationales ont annoncé que le ministère de l'Énergie du Kazakhstan avait placé la production pétrolière et gazière du pays sous une surveillance urgente et qualifié la situation d'urgence. Pourquoi cette panique? Parce que l'usine d'Orenburg, où le gaz kazakh était traité et vendu à la Russie, est maintenant hors service. L'installation a perdu sa fonction. C'est aussi un scénario catastrophe pour l'économie kazakh. La principale usine où ils traitaient leur gaz et le vendaient à la Russie est maintenant en ruine. Cela signifie qu'ils devront arrêter la production en chaîne ou réduire drastiquement leur capacité. Cela représente une perte directe de milliards de dollars de revenus pour le trésor kazakh. Le gouvernement à Astana observe la crise se dérouler, incertain de ce qu'il faut faire. Le dilemme de Poutine est précisément celui-ci. Pendant des années, il a joué le rôle de protecteur régional pour le Kazakhstan, lui offrant des garanties de sécurité et des partenariats économiques. Mais maintenant, à cause de la guerre qu'il a déclenchée, l'économie de cet allié a été directement touchée. Pire encore, la Russie a dû fermer elle-même le robinet, car elle ne peut plus traiter le gaz de son allié. Le gouvernement kazakh, dirigé par Tokayev, fait maintenant face à une catastrophe. En raison de ses liens énergétiques stratégiques avec la Russie, il risque de perdre des milliards de dollars. Ce n'est pas la stabilité promise par Poutine, c'est la guerre importée dans leur propre foyer. C'est un chaos économique total. Le coup de Kiev est d'une clarté impitoyable. Avec cette attaque, l'Ukraine a envoyé un message clair au gouvernement kazakh et aux autres acteurs neutres de la région. Voilà le prix de faire des affaires avec la Russie, de donner indirectement une bouée de sauvetage à la machine de guerre de Poutine. La guerre de Poutine n'affecte plus seulement l'Ukraine, mais aussi ses alliés, directement et indirectement. La Russie n'est pas un partenaire fiable. C'est une épine empoisonnée qui vous entraîne dans son propre désastre. C'est un piège diplomatique parfait. C'est de la dynamite placée aux fondations même de toute la stratégie eurasiatique de Poutine qu'il tente de construire depuis 20 ans. Rappelons que Poutine a promu l'Organisation du Traité de Sécurité Collective OTSC et l'Union économique eurasiatique comme contrepoids à l'Occident. Le Kazakhstan, avec sa taille économique et géographique, a toujours été la clé de voûte de ces structures. Maintenant, le coup de Kiev vide cette alliance de son sens, la rendant insignifiante. Les élites au Kazakhstan se demandent maintenant à quoi sert cette alliance lorsque leur prétendu protecteur, censé les défendre, ne peut même pas gérer sa propre guerre et détruit leur économie à cause de cela. L'attaque sur l'usine d'Orenberg n'est pas une simple explosion. C'est un coup qui brise l'hégémonie régionale de Poutine de l'intérieur. D'autre part, cet incendie à Orenberg n'est pas un incident isolé ou un succès fortuit. C'est l'aboutissement le plus sophistiqué d'une stratégie de strangulation systématique que l'Ukraine tisse depuis des mois, voire des années. C'est l'acte final d'une guerre de longue date ciblant le secteur énergétique russe. Revenons sur la chronologie de cet effondrement. Tout a commencé au printemps 2024. À cette époque, l'Ukraine a lancé une campagne d'attaque de drones sans précédent, ciblant les raffineries de pétrole russes une par une. Les véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont attaqué les plus grandes raffineries russes au cœur de son territoire. Reuters a documenté dans son analyse du 12 mars 2024 que ces attaques ont détruit au moins 12% de la capacité totale de traitement du pétrole de la Russie. C'était une humiliation pour un géant énergétique mondial sur son propre terrain. La propagande de Poutine sur la superpuissance énergétique ne pouvait plus fournir d'essence à son propre peuple. Le Kremlin a été forcé de prendre des mesures désespérées, comme interdire les exportations d'essence pour empêcher la panique croissante sur le marché intérieur et sécuriser l'approvisionnement en carburant pour l'armée. C'était un coût valant des milliards de dollars pour l'économie russe. Mais la crise ne s'est pas arrêtée là.
Les attaques ont été si efficaces qu'elles ont plongé la Russie dans une situation inimaginable. La crise s'est aggravée à un point tel qu'un autre embarras, documenté par Reuters le 8 avril 2024, s'est produit. La Fédération de Russie, l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde, a pratiquement supplié son allié, le Kazakhstan, de créer une réserve d'essence d'urgence. Moscou a demandé 100 000 tonnes d'essence à Astana. C'était une diplomatie de mendicité. Poutine suppliait le Kazakhstan pour de l'essence à cause des drones ukrainiens. Ce fut un moment qui exposait douloureusement la fragilité économique de la Russie et sa dépendance envers ses alliés. Revenons maintenant à aujourd'hui, le 19 octobre 2025. L'Ukraine a appris sa leçon. Elle a développé sa stratégie. L'automne 2025 a été désastreux pour la Russie. Près de 40 raffineries russes ont été ciblées. Beaucoup d'entre elles ont perdu leur fonctionnalité. Et aujourd'hui, la Russie a perdu plus de 40% de sa capacité de production pétrolière. Tous les complexes de raffinerie, de Saint-Pétersbourg à la Crimée, de Volgograd à Smolensk, ont été ciblés au moins une fois. En 2024, la Russie a tenté de panser ses blessures en mendiant de l'essence au Kazakhstan. À ce stade, nous voyons comment une attaque tactique s'est transformée en un coup stratégique. Ce coup à Oramerg est le mouvement d'échec et mat diplomatique le plus sophistiqué de l'Ukraine à ce jour. Cette attaque a directement opposé Poutine au Kazakhstan, son allié le plus important, le plus grand et le plus stratégique en Asie centrale. Maintenant, éloignons-nous de l'échiquier et regardons l'ensemble de la carte, la grande image. Les conséquences géopolitiques de cette attaque sont dévastatrices pour la Russie. Premièrement, l'isolement de la Russie. Rappelons l'équation au début de la guerre. Poutine a commencé la guerre en menaçant l'Occident, en particulier l'Allemagne, avec l'énergie, le gazoduc Nord Stream, les tenant en otage. Il visait à diviser l'Occident et à paralyser l'OTAN. Au point où nous en sommes aujourd'hui, cette équation s'est complètement inversée. L'Ukraine isole Poutine dans son propre jardin, l'Eurasie, en faisant exploser ses ponts énergétiques avec ses propres alliés, le Kazakhstan. Ce n'est plus l'Occident qui est soumis au chantage énergétique, mais les propres alliés de la Russie. C'est maintenant Kiev qui mène une guerre asymétrique et apporte l'attrition économique sur le territoire ennemi. Ce ne sont pas seulement de l'acier et du béton qui gisent sous les décombres de cette attaque. Ce qui se trouve sous ces décombres, c'est la doctrine de superpuissance énergétique de Poutine, vieille de 20 ans. C'était l'essence même de l'identité moderne de la Russie. Selon un rapport publié par The New Voice of Ukraine le 14 octobre, juste 5 jours avant l'attaque, un rapport choquant préparé par le service de renseignement extérieur ukrainien a révélé une vérité amère. En raison des attaques continues contre les raffineries, la Russie pourrait être forcée d'importer 60% de ses besoins en carburant d'ici la fin de 2025. Réfléchissez-y. Le pays qui prétendait être l'un des plus grands exportateurs d'énergie au monde risque maintenant de devenir un importateur de carburant juste pour faire fonctionner ses chars et ses voitures. Ce n'est pas la mort d'une doctrine de superpuissance. C'est l'aveu que cette doctrine était un mensonge. La Russie est maintenant un État en faillite qui ne peut plus se nourrir ni nourrir ses alliés. La deuxième conséquence géopolitique est l'ouverture d'un nouveau front de guerre. Cette attaque confirme que la nature de la guerre a changé. La guerre ne se limite plus aux tranchées ou aux villages en première ligne en Ukraine. La guerre s'est déplacée vers le cœur industriel de la Russie, ses alliés économiques et les fondations les plus sensibles de ses relations diplomatiques. L'analyse des états financiers de Gazprom par T-Advisors est la preuve finale et la plus claire de cet effondrement. Aux prises avec une dette massive de 6 trillions de roubles, Gazprom a été forcé de réduire son programme d'investissement pour 2025 à 1,5 trillion de roubles. Ce chiffre technique signifie que les milliards de dollars nécessaires pour reconstruire la plus grande usine de gaz au monde ne sont plus disponibles. En conséquence, l'immense boule de feu qui s'est élevée dans le ciel d'Orenberg dans la nuit du 19 octobre n'était pas seulement l'incendie d'une usine de gaz. C'étaient les cendres de la propagande de superpuissance énergétique de Poutine et de son rêve d'union eurasiatique. En combinant des drones à faible coût avec une pensée stratégique, l'Ukraine a non seulement détruit un géant industriel valant des milliards de dollars pour la Russie, mais a également porté un coup diplomatique mortel qui l'a séparé de son allié régional le plus important. C'est une combinaison parfaite d'asymétrie technologique et d'échec géopolitique. Kiev frappe la Russie non seulement avec ses propres armes, mais aussi avec ses propres dépendances et ses propres alliés. La Russie étouffe maintenant